Donc je vais rappeler quand même qu'on est au mois de novembre, que c'est le mois consacré à la prostate. C'est ça. Hein, mais que c'est un mois sans couleur, alors qu'en octobre, c'est l'octobre rose. Et c'est là, apparemment, c'est le mois de la moustache. Exactement. Dominique, Exactement. Oui. vous êtes tous prêts? Oui, Je suis prêt. Je suis prêt. On y va. C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de Chalon TV, une nouvelle émission sous les projecteurs. Donc une émission médicale, une émission sur un sujet difficile, un sujet qui fait aussi beaucoup de ravages, le cancer de la prostate. Donc en octobre, vous savez que le mois d'octobre, c'est Octobre Rose, c'est dédié au cancer du sein chez la femme et chez l'homme parfois, parce qu'il y a des hommes qui ont des cancers du sein. Et le mois de novembre, c'est un mois dédié au cancer de la prostate, où on essaye de parler de la prostate et du cancer. C'est un mois sans couleur, voilà, donc peut-être qu'il faudra un jour trouver une couleur à ce mois. Et donc on dit que c'est le mois de la moustache, parce que c'est le symbole de la masculinité. Donc j'accueille sur le plateau le docteur urologue Nicolas Koutlidis. Oui. J'ai bien dit, docteur. Oui, voilà. bien. Voilà. Donc on va parler ensemble de ce cancer, qui, je le rappelle, est un cancer important, puisque c'est le premier cancer, masculin, hein, et c'est le deuxième cancer qui fait de la mortalité chez les hommes. Alors déjà, petite question, avant d'aborder sur le problème médical, est-ce que c'est un cancer de vieux? Alors déjà bonjour, merci de m'accueillir. Un cancer de vieux, on peut dire oui, en tout cas ça préserve les jeunes, les hommes jusqu'à 40, 45 ans. Et le début du cancer de prostate débute vers 45, 50 ans. Alors je ne suis pas sûr qu'on soit vieux à cet âge-là. Oui. Néanmoins, la moyenne, l'âge médian du diagnostic, c'est 70 ans. Oui. Donc effectivement, c'est des patients beaucoup plus âgés. Mais est-ce qu'il y a par exemple des jeunes hommes de 30 ans qui peuvent avoir un cancer de la prostate? Est-ce que ça existe ou il n'y a pas de cas? Alors moi je ne connais pas de cas à 30 ans. On arrive à 45 ans. 40, 45 ans pour vraiment les plus jeunes. C'est rare, extrêmement rare d'avoir en dessous de cet âge-là. Alors la prostate, tout le monde connaît ce mot, ce nom, mais qu'est-ce que c'est que cette prostate? Elle sert à quoi? Alors, la prostate, c'est une glande qui se situe sous la vessie et qui produit, entre autres, certains composants du sperme, notamment le fructose, voilà, qui permet de faire vivre le spermatozoïde dans le sperme, dans le liquide séminal. Bon, et le sperme, on rappelle, est produit par les testicules. Le testicule produit les spermatozoïdes, le liquide séminal est produit par les vésicules séminales, et le fructose par la prostate. Vous voyez que c'est quand même... C'est assez complexe. Faire du sperme, c'est compliqué. C'est ça. Donc cette prostate, comment on dépiste qu'on peut avoir un cancer de la prostate? Est-ce qu'il y a des signes que soi-même on peut détecter? Alors le cancer de prostate ne donne aucun signe. C'est toute la problématique. C'est généralement des patients bien portants, qui n'ont aucun souci, ni urinaire ni autre, et chez qui on va dépister le cancer par la prise de sang. Oui. Donc, exclusivement par la prise de sang. Et qu'est-ce qu'on cherche dans cette prise de sang? Alors, on cherche le PSA, qui est une protéine sécrétée par les cellules de la prostate. Et donc quand ce taux est trop élevé, ça veut dire qu'on peut avoir... Ça veut dire que la prostate va mal. Oui. Donc elle peut être infectée, elle peut être un peu grosse, ou elle peut avoir un cancer, et dans tous les cas, le PSA est augmenté. Et donc, quand on a un PSA qui n'est pas normal, le médecin vous envoie chez un urologue. C'est ça, chez vous. exactement. Oui. Et généralement, on voit des patients arriver avec des PSA au-dessus de la norme, qui est de 4 en Europe. Alors, vous avez un patient qui arrive avec une analyse où son PSA est élevé. Alors, qu'est-ce que vous faites pour confirmer ou infirmer qu'on est sur une voie de cancer? Alors, le diagnostic du cancer se fait par la prise de sang, par l'examen clinique. On est obligé de toucher la prostate, regarder s'il y a quelque chose. Alors, dans 85% des cas, l'examen est normal. Donc, c'est un examen rectal? Un examen rectal, c'est un toucher rectal pour regarder cette prostate. Donc, vous arrivez à voir si la prostate a grossi ou c'est ça le but? Alors, on peut savoir si elle a grossi, mais on peut voir un nodule. On peut sentir. On peut sentir un nodule sur la prostate. Mais encore une fois, dans plus de 85% des cas, cet examen est normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc après, soit on fait
des IRM. L'IRM de prostate fait partie du diagnostic aujourd'hui. Oui. Et puis après, on propose la biopsie de prostate qui fait partie de l'examen qui permettra de dépister le cancer Donc de voir s'il y a des cellules cancéreuses au niveau de à la l'intérieur de prostate. la prostate. Et cette biopsie se fait comment? Alors, c'est une biopsie, on est obligé de, pour l'instant, on est obligé de passer par la voie anale. Donc, c'est une sonde d'échographie, on passe par l'anus et puis on va faire un certain nombre de biopsies. Vous prélevez des cellules. Prélever des cellules, des bouts de tissu de prostate pour les analyser et regarder s'il y a un cancer dessus. Alors bon, donc parfois tout ça montre qu'il n'y a rien. Oui. Puis souvent on a vu que c'est un cancer quand même très important, notamment pour les gens, les hommes de plus de 65 ans. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe après? Alors, le cancer de prostate se traite en fonction du patient et non pas peu en fonction du cancer. Tous les cancers ne se ressemblent pas et tous les patients ne se ressemblent pas. La plupart des cancers sont des cancers qui sont localisés à la prostate, donc qui vont nécessiter un traitement local, donc un traitement de la prostate. L'un des premiers traitements et qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est justement de ne rien faire. Sur des tout petits cancers de prostate, on peut surveiller. Ne rien faire des PSA, des biopsies, des IRM, continuer à surveiller, voir si le cancer évolue. Parce qu'il peut ne pas évoluer. Il peut ne jamais évoluer. Donc D'accord. sur des tout petits cancers avec des critères bien précis, on met des patients en surveillance active, c'est comme ça que ce traitement s'appelle, et on peut les surveiller tout au long de leur vie, comme ça, Alors, sans jamais rien faire. C'est plutôt des patients âgés qui ont... Ah non, c'est le cancer qui est petit, chez un patient jeune, on peut proposer cette surveillance. Ça permet de différer le traitement curateur qui aura des complications. Donc voilà. ce traitement curateur, Alors, que vous pratiquez, donc, là c'est moins, c'est moins rigolo. Enfin, alors il y a la chirurgie, il y a évidemment la radiothérapie, Oui. il y a la curithérapie, il y a un certain nombre de traitements qu'on peut proposer. Ils ont tous leurs complications. Les principales complications, c'est les troubles de l'érection, qu'on a avec la chirurgie, mais qu'on va avoir avec les rayons aussi. Et puis évidemment les fuites urinaires qui sont existantes avec la chirurgie, ou des troubles urinaires avec la radiothérapie aussi. Et avec les ultrasons, il y a aussi la méthode des ultrasons. Alors il y a les ultrasons focalisées qui sont à l'étude. Le but c'est de traiter que le cancer. Donc chez des patients qui ont un tout petit cancer de prostate, accessible à un traitement curateur, on va traiter que le cancer par les ultrasons focalisées. Pour l'instant, c'est un traitement qui est à l'étude. Ça marche, donc on ne sait pas si ça marche. On n'a pas assez de recul pour l'instant. Il y a aussi l'hormonothérapie. Alors l'hormonothérapie, on le propose pour les cancers qui sont déjà avancés ou métastatiques. Donc on est sur des stades beaucoup plus agressifs lorsqu'on propose cette thérapeutique. Alors là, le but de l'hormonothérapie, c'est de diminuer la production de testostérone, c'est ça? Alors le but de l'hormonothérapie, oui, ça fait partie. On diminue la commande centrale, qui est une commande au niveau du cerveau, pour diminuer la production de testostérone. Parce que la testostérone, on a remarqué qu'elle faisait développer elle active, le cancer. voilà, elle active la prostate en fait, elle stimule la prostate. Alors bon, on va revenir. La radiothérapie, on voit très bien. Alors la radiothérapie, elle peut se faire à l'extérieur, oui, mais elle peut se faire aussi en interne. À l'intérieur. Donc comment ça se passe en interne? Alors en interne, ça se fait sous anesthésie générale, ça reste au bloc opératoire, et on va implanter dans la prostate plusieurs grains d'iode qui vont délivrer de la radioactivité pendant un certain nombre de mois. Donc les grands-pères ne peuvent pas porter leurs enfants pendant un certain nombre de mois, par exemple, justement parce que la délivrance de la radiothérapie existe. Et ces petites granulés, ça fait 2-3 mm, on va en mettre autant que faire se peut dans la prostate. Et ils ont une durée de vie limitée? Oui, c'est un an, le temps de la radiothérapie. Et normalement, ça doit tuer les cellules, normalement. Toute la prostate. Toute la prostate. C'est de la curithérapie sur la totalité de la prostate, pas que sur le cancer. Ouais. Alors là, en chirurgie, on enlève la prostate. On enlève la prostate, oui. Mais là, en radiothérapie, la prostate, elle reste. Mais on brûle toute la prostate. Mais elle n'a plus de fonction, mais elle reste physiquement. Exactement. Oui, elle s'infarcit quand même avec le temps. Elle s'infarcit, oui. Donc, ce qui est le plus pratiqué actuellement, c'est quoi? Alors, la chirurgie est beaucoup pratiquée, évidemment, mais avec toutes les autres nouvelles techniques, la curithérapie, la radiothérapie fait partie d'un traitement alternatif, au même titre que la chirurgie est un traitement alternatif pour la radiothérapie. On a exactement autant de patients opérés que de patients qui ont de la radiothérapie.
Et donc, dans tous les cas, dans tous les cas de traitement qu'on a vus, on verra on verra s'il y a de l'espoir. Hein. Oui. On dit que le cancer, ça s'améliore enfin, au niveau des traitements. Dans ces 4 cas qu'on a cités, donc les ultrasons, l'hormonothérapie, la radiothérapie interne ou externe, le traitement chirurgical, dans tous les cas, donc, on a des problèmes urinaires. Oui. Oui. Alors, on a beaucoup de problèmes urinaires. Pour la prostate, c'est plus côté fuite urinaire, pour la chirurgie. Oui. Pour la radiothérapie, c'est une augmentation de la fréquence urinaire. Mhm. Voilà, on a plus envie d'uriner. Oui. Pour la curithérapie, on peut avoir cette augmentation de fréquence, mais c'est beaucoup moins fréquent. Les hormones, lorsqu'on a un cancer métastatique, qu'on propose des hormones, diminuent la testostérone, donc ça diminue la libido de manière extrêmement importante. Et l'érection? L'érection est atteinte pour la chirurgie, mais encore, on enlève la prostate. la prostate, donc le nerf érectile, c'est ça? Alors, le nerf érectile peut être enlevé sur les gros cancers de prostate. Lorsqu'on a un petit cancer qui est bien localisé dans la prostate, on peut préserver les nerfs. Tout en enlevant la prostate? Tout en enlevant la prostate. Néanmoins, on a quand même des complications en préservant les nerfs. On a quand même une dysfonction érectile. La radiothérapie, c'est le même principe, puisqu'on va brûler la prostate. Les nerfs seront à côté, donc les complications sont les mêmes pour l'érection. Pour la curithérapie, en revanche, on a... Donc, on appelle ça la radiothérapie interne avec les petits grains. Avec les petits grains. On ne va pas dire qu'on a 0 dysfonction érectile, mais on n'a quasiment pas d'atteinte de l'érection avec ce traitement-là. Mais c'est réservé pour des petits cancers bien localisés à la prostate. Voilà, c'est pour un type de patient donné. Alors, il y a beaucoup d'hommes, notamment après 50 ans, 60 ans, qui ont des problèmes urinaires. Oui. Ils urinent pas beaucoup, trop la nuit, ou ils ont des jets urinaires très faibles, ou trop forts, ou ils ont mal en urinant, ou ils ont mal en éjaculant. Donc, ils pensent tout de suite, on a un cancer de la prostate. Oui, alors généralement, on a une hypertrophie de prostate. Ouais. Voilà. Et c'est l'hypertrophie qui donne les symptômes, c'est pas le cancer. Ouais. Donc, c'est pas le signe d'un cancer. Non, c'est 2 maladies différentes. Ouais. Donc, c'est quoi l'hypertrophie de la prostate? C'est une augmentation du nombre de cellules de la prostate. Donc la prostate augmente de taille. C'est tous les hommes à partir de 50 ans. Ouais. Donc 100% des hommes auront une hypertrophie de prostate quasiment à 80 ans. Voilà, c'est inéluctable. 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 On y passera tous. Oui. On peut être plus ou moins symptomatique. Oui, plus ou moins donc attaqué. Attaqué et être gêné. Oui. Mais on a tous une grosse prostate à un certain âge. Et là, ça se traite. Ça se traite s'il y a des symptômes. Si nous n'avons pas de symptômes, si on n'est pas gêné pour uriner, l'hypertrophie ne se traite pas. Et si on est gêné, par exemple, si la nuit on se lève, on a du mal à uriner, on urine par petits morceaux, etc. Il y a des traitements. Alors il y a des traitements chimiques. Il y a des traitements chimiques pour le coup qui soit font diminuer un peu la prostate, qui agissent sur le cycle de la testostérone, on va dire. Et puis on a des traitements qui agissent directement sur des cellules du col de la vessie qui permettent de mieux vidanger sa vessie. D'accord. Donc pour les hommes qui nous écoutent et pour les femmes, voilà, c'est pas parce que votre mari ou parce que vous avez des problèmes urinaires fréquents ou la nuit ou pas, ou etc. ou des problèmes que vous avez un cancer. Exactement. C'est deux choses différentes. Hein. Et on a vu que par rapport au cancer de la prostate, à part le PSA qui est le premier signe indicateur, donc on dit aux femmes faites des mammographies. Donc est-ce qu'on peut dire aux hommes faites des PSA-graphies? Alors non, justement, le dépistage systématique du cancer de prostate n'est pas recommandé. Pourquoi? C'est compliqué de répondre à ça. Notre association d'urologues en France le recommande, mais le recommande en collaboration avec le patient. C'est-à-dire qu'il doit être au courant de ce que ça implique derrière. Oui, tu peux y avoir une nouvelle des textons et donc des biopsies de prostate et donc toute une prise en charge derrière qui peut être plus ou moins lourde. Oui, mais bon, on dit dans tous les cancers, du sein ou ailleurs, plus le cancer est détecté vite, mieux c'est. Oui, mais on meurt peu du cancer de prostate. On meurt peu. On meurt peu, c'est une maladie très lente, ça met 10 ans à évoluer, un cancer de prostate. Donc le dépister peut-être trop tôt, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Néanmoins, plus on dépiste tôt, moins il y a de décès. Tout est lié. Donc votre association, elle lutte elle se bat pour qu'un dépistage. Parce que c'est qu'une prise de sang en fait. Oui, exactement. Il y a pas de, on va pas faire une radio. C'est une prise de sang. Il n'y a pas de palpation après, sauf si on va chez vous faire pour faire un toucher rectal. Mais voilà, c'est qu'une prise de sang qu'on peut faire avec d'autres prises de d'autres recherches. Oui. Donc messieurs qui ont
quoi, 50, On dit 60? 50 ans. 50 ans. 50 ans. Ben, demandez à votre médecin traitant de vous proscrire Un PSA. un PSA, Oui. hein. Puis voyez avec lui, suivez. Bon, souvent, ben, vous aurez un PSA normal ou Dans la vous plupart des aurez cas, oui. un PSA normal et pour d'autres raisons qu'un cancer. Puis si vous avez un cancer, on a bien compris que c'est comme tout cancer, Oui. c'est dangereux, même si vous nous dites qu'on en meurt Peu. peu. Peu aujourd'hui. Hein, alors que moi j'avais des communications qui me disaient que c'était quand même un cancer chez les hommes, un des cancers, le deuxième cancer le plus mortel. Alors il y a 15%. La 15%. mortalité, c'est 10-15% de mortalité. Oui. Beaucoup moins que le poumon, Que le poumon. côlon par exemple. Ouais, c'est le poumon et le côlon qui Oui. ont... Qui sont beaucoup plus Qui sont forts. beaucoup forts. Oui. Donc, ben voilà, si vous avez un cancer de la prostate, vous avez vu qu'il y a différentes façons de le traiter. Il y a des inconvénients, on a vu lesquels, hein, bon, pas forcément facile à vivre, surtout quand on a 50 ans et qu'on a encore envie d'avoir une vie sexuelle. Donc, Il existe des traitements après. après, On pour peut- pouvoir... Pour pouvoir pallier la dysfonction érectile, pour pouvoir pallier les fuites urinaires, il y a des traitements qui existent. Alors, pour ça. est-ce que les urologues sont des sexologues? Parce qu'au départ, quand on regarde, l'urologue, il s'occupe de tout ce qui est partie enfin, sexuelle, vessie, tout ça. Alors, est-ce qu'un urologue est un sexologue? Est-ce qu'il peut conseiller un homme, par exemple, qui a des problèmes érectiles? Pas cancéreux, hein, pas Oui. de la prostate, voilà. Alors, on prend en charge les troubles érectiles de l'homme en consultation, en sachant que les troubles érectiles ont toujours une part psychologique importante qui va nécessiter plus qu'un urologue. Donc, on va gérer les 30% classiques qu'on peut Chimiquement, gérer c'est chimiquement. ça, hein, donc par du Viagra, par du Cialis, Voilà, par des choses comme ça. injections ou beaucoup de choses, mais il y aura toujours une part psychologique. Non. Donc, Il faudra traiter aussi. traité. Oui. Donc on rappelle aussi que c'est quand même bizarre parce qu'on voit dans les études que les problèmes érectiles des hommes en Oui. France et en Europe sont importants, Oui. hein, de plus en plus importants. Bien sûr. Hein, même la production de sperme est de plus en plus réduite. Donc on pourrait penser que, puisqu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de sexualité et de sexe, qu'il y ait beaucoup de sexologues, et ben non, il n'y a qu'un seul sexologue et il est à Dijon. Alors, on a un sexologue qui est à Dijon, Ouais. on a quand même des urologues qui sont andrologues. Ah, Hein. Il y en a un qui est à Dole, ouais. voilà, qui est docteur Moulin, qui fait de l'andrologie. C'est On quoi a des- l'andrologie? L'andrologie, c'est les urologues qui sont peut-être plus spécialisés dans la prise en charge des organes génitaux sexuels. D'accord. Voilà. Alors, il n'y a pas que les troubles de l'érection, mais on a beaucoup toute cette prise en charge. Donc un vrai sexologue à Dijon, Oui, un andrologue qui consulte au CHU à Dijon dans le même service que le docteur On peut donner son nom, voilà, hein. Jawari. Jawari. Le docteur Moulin, donc, qui est andrologue, qui est à Ouais. Dole, mais qui consulte aussi à l'hôpital. Et puis on a des nouveaux andrologues qui vont arriver, qui sont en formation et qui arrivent d'ici Qui arrive un sur an, Chalon. qui arrivent à Dijon pour l'instant, peut-être à Chalon après. Donc à Chalon, il n'y a pas d'angioplastie, il n'y a pas de Alors sexologue. on a un sexologue on a des sexologues qui sont sages-femmes. On a Ouais. une qui s'occupe de la sexualité des couples. Des couples. Ouais. Qui est sage-femme de formation, dont je ne sais plus le nom, Elle est à Chalon. qui est à Chalon. Ouais. Et puis, il me semble qu'on À a Tournu. une sexologue à Tournu. Mais elle n'est pas médecin. Elle n'est pas médecin. Ah, Voilà. hein. Ah bon, l'intérêt d'un médecin, c'est que c'est pris en charge par la sécurité Oui, sociale. bien Bon. sûr. Là, elle est psychologue, sexologue. C'est voilà, ça. Mais toute la part psychologique est importante. on l'a vu. Et le médecin ne prend pas cette part psychologique. Logique. Alors, on a vu un petit peu les traitements, on a vu comment il fallait se surveiller. Alors, est-ce qu'il y a des espoirs? On parle de génétique partout, Oui. on parle de vaccins, on parle au niveau des médicaments, de nouveaux médicaments par rapport à l'hormonothérapie, etc. Oui. Donc, on en est où? Alors, l'hormonothérapie, ça reste vraiment pour des cancers qui sont métastatiques. Donc, ça veut dire que des cancers déjà qui sont déjà généralisés. On a beaucoup de molécules qui sont arrivées sur le marché il y a 1 ou 2 ans. On n'a pas encore bien saisi la place de ces molécules dans le progrès, dans le projet thérapeutique. Néanmoins, elles existent. Est-ce qu'il y a un gain majeur? Probablement, mais je suis incapable de vous dire. pour On l'instant. n'a pas de recul par rapport à ça. Non, on les essaye, voilà. Elles ont leur place, mais où, comment, quel temps, et si ça résiste, qu'est-ce qu'on met à la place? Ça, pour l'instant, c'est toujours en cours d'élaboration, hein, comme toutes les chimiothérapies. Et la génétique? Alors la génétique, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une part génétique dans le cancer de prostate, puisque lorsqu'on a
un proche de premier degré, donc les parents ou les frères et sœurs, qui ont eu un cancer de prostate, qui ont eu un cancer du sein, qui ont un cancer de l'ovaire ou un cancer du pancréas par exemple, on est plus à risque d'avoir un cancer de prostate, puisqu'il y a un gène qui est très utilisé dans le cancer du sein, qui est le BCAR2, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qu'on retrouve dans les cancers de prostate. Donc il y a beaucoup d'études aujourd'hui et de recherches sur ce gène, pour savoir si on ne pourrait pas... Le neutraliser ou le changer Alors, neutraliser peut-être pas, mais si on arrive à le dépister dans le cancer de prostate, on ne mettrait pas le même temps à traiter le cancer. Voilà, comme on sait, dans le cancer du sein, on fait des mastectomies préventives par exemple, bah, ça pourrait être un peu le comme même ça. questionnement sur la prostate. Et il y a un vaccin sur le marché. Oui, alors il est à l'étude, là, pour le coup, je suis beaucoup moins calé dessus. Il est quelle étude, hein? Parce que moi j'avais vu qu'il était alors déjà... il est pas du tout utilisé. Hein. Pas du tout. Pas du tout utilisé, il n'a pas fait la preuve de son efficacité. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, de ce vaccin-là. Donc je ne sais pas du tout quelle est son efficacité. Et là on le donnerait, bon, il ne s'agit pas de, comme le Covid-19, de vacciner tous les hommes avec ce vaccin. Si ce vaccin avait une réalité, une utilité, on le donnerait à qui c'est toute la question. C'est la question, comme pour le Covid. Oui, ça reste un vaccin après. Ça reste un vaccin. Oui. Hein. Donc on donnerait plutôt aux gens de 50 ans, éventuellement qui ont des facteurs de risque, des vecteurs de risque, peut-être, effectivement, ceux qui ont un facteur de risque. Est-ce qu'on a fait le tour, docteur? Oh oui, pour le cancer. Oui. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, mais je pense qu'on a bien clarifié un petit peu. Oui. Bon, après, pour les hommes, le palpé rectal, arrêtons d'en faire une affaire. C'est pas un moment forcément. C'est pas agréable, mais ça permet quand même. Ça fait pas mal. Hein, non. Voilà. Non. Puis bon, ça dure pas longtemps. Non. Et donc, allez-y. Puis bon, le test du PSA, la recherche du PSA, ben là, c'est inodore. C'est une prise de sang classique. Voilà. Donc, faites-vous tester dès que vous avez 50 ans, dès que, voilà. Comme on a vu, ben, il n'y a pas de signe précurseur, malheureusement. Non. Voilà, donc, faites-vous tester. Et tout le monde ne se fait pas traiter du cancer. Et ça, c'est important. Et tout le monde tout le monde n'ira pas jusqu'au bout de toute la démarche. Voilà. Et quand vous recevez en consultation un patient qui a été détecté cancéreux, alors chacun est différent, vous avez expliqué qu'on ne traite pas les mêmes façons, c'est ça. Parce que les stades sont différents, et comment ça se passe en général? Je pense que la première chose à dire, c'est que le cancer de prostate se traite. Que les traitements, quels qu'ils soient, il n'y a pas que la chirurgie, mais il y a aussi la radiothérapie, la curithérapie, ce sont des traitements efficaces. Donc c'est un cancer qui se traite s'il est pris à temps. Et puis même s'il est pris à un stade très avancé, on a de l'hormonothérapie aujourd'hui efficace qui permet de prolonger significativement la vie du patient. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur. C'est un cancer qui se traite, on en meurt peu, on sait le traiter, donc ça vaut le coup de faire le PSA. Tout en sachant que derrière, nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'à la biopsie et nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au traitement chirurgical, radiothérapie, etc. Oui. On rappelle quand même qu'on a un homme célèbre qui, en 1980, avait un cancer de la prostate, qui s'est présenté à l'élection présidentielle et que son médecin a déclaré qu'il était en pleine forme, alors que le cancer, la presse le savait, était connu, hein, et que ce président de la République, parce qu'il s'agissait de François Mitterrand, est mort en 1995, 15 ans après, donc 15 ans après, avec un travail, quand on est en République, c'est pas une heure de travail par jour, c'est beaucoup. Hein, donc voilà, donc c'est aussi une preuve que ce cancer assez ancien, et bon, le président, je pense qu'il a eu beaucoup de traitements, il a beaucoup de souffrances, mais il a vécu et il a pu exercer sa fonction. Bien sûr. Docteur, on a fait le tour. Voilà, vous retrouvez donc cette émission sur Chalon TV. Donc je vous rappelle que le mois passé, pour Octobre Rose, et donc là pour Novembre Blanc, voilà, moi je propose Novembre Blanc pour le sperme, voilà, hein, parce que le blanc est encore libre. Vous retrouvez donc pour ce Novembre moustachu de Novembre de la prostate, c'est une interview qui, je crois, met bien les choses au point, clarifie et aussi rassure que quand on a un cancer de la prostate, on n'est pas mort. Non. Voilà. Non. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine émission.